Bonjour à tous. 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. En 2012, Meng Qiji, une ressortissante chinoise, a intégré l'université du Missouri où elle a décroché un master en ingénierie mécanique et aérospatiale. Son parcours impressionnant n'est pas passé inaperçu. Un de ses professeurs, carrément subjugué par ses compétences, l'a invité à rejoindre son entreprise de biomatériaux une fois ses études terminées. C'est là, en septembre 2015, qu'elle a croisé le chemin de Joe Elodge, un étudiant en ingénierie à l'époque. Travaillant tous deux pour Nanovo, une boîte spécialisée dans les nanotechnologies, Meng Qi était la supérieure de Joe. Les sentiments ont rapidement pris le dessus. Et voilà, 1 an et 7 mois plus tard, le 22 septembre 2017, Joe s'est mis à genoux sur le sentier du parc d'État de Rockbridge Memorial pour demander Meng Qi en mariage. 2 semaines après cette proposition romantique, ils se sont dit oui. Les parents de Meng Qi, cependant, avaient un petit doute. Ils pensaient que ce mariage était un peu trop précipité, craignant que le visa de leur fille n'arrive à expiration. Après tout, même si Meng Qi était parfaitement capable de subvenir à ses besoins financiers, obtenir la citoyenneté n'était pas une mince affaire. 5 mois après leur union, elle a été proposée pour une belle promotion au boulot. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était enceinte. Une nouvelle qui, on l'imagine, a changé bien des choses dans ce joli tableau. Meng Qi et Joe ont pris une décision lourde de conséquences. Elle allait abandonner son poste et quitter son travail pour se consacrer entièrement à la maternité. Une décision noble, certes, mais n'oublions pas qu'elle était la principale source de revenus du foyer à ce moment-là. Résultat, les finances du couple ont pris un sacré coup. Bien que réduits, leurs revenus suffisaient encore à couvrir leurs besoins modestes. En octobre 2008, la famille s'est agrandie avec la naissance de leur fille. Mais, malheureusement, ce bonheur n'a été que de courte durée. Peu après l'arrivée de leur enfant, les premières fissures dans leur mariage ont commencé à apparaître. Les disputes sont devenues fréquentes, et bien que leur relation puisse paraître tout à fait normale de l'extérieur, la réalité était tout autre. Seuls les parents de Meng Qi étaient au courant de la véritable situation. Après avoir quitté son emploi, elle s'est retrouvée complètement isolée du monde. Pas de collègues, pas de vie sociale, rien. Sa fille est devenue sa seule véritable compagnie. Sa seule échappatoire, ses appels téléphoniques quotidiens à sa mère, une tradition qu'elle partageait depuis toujours. Ses parents, venus tout droit de Chine avant la naissance pour aider leur fille et s'occuper de leur petite fille, vivaient dans une maison séparée, mais leur présence constante n'a fait qu'aggraver les tensions au sein du couple. Puis, 1 an après la naissance de leur fille, le 9 octobre 2009, les parents de Meng Qi n'ont pas reçu l'appel habituel. Inquiets de ne pas réussir à joindre leur fille, ses parents n'ont pas tardé à réagir. Ils ont immédiatement demandé à un ami proche, vivant à proximité, d'aller vérifier ce qui se passait. Lorsque ce dernier est arrivé, c'est Joe qui a ouvert la porte. D'une voix détachée, il a admis que sa femme avait disparu. Et puis, il a sorti une histoire. Comment dire ? Plutôt surprenante. Selon lui, tout aurait commencé la nuit du 8 octobre.
Il se serait approché de Menki dans un geste tendre, lui proposant un massage. Mais quand il a commencé à la caresser, elle l'a repoussé, prétextant qu'elle avait une grosse journée le lendemain. Rien de bien alarmant jusque-là. Elle se serait ensuite couchée vers 23 heures. Mais au matin, plus de traces d'elle. Quand il s'est réveillé, Menki était déjà partie. Ce qui rendait l'histoire un peu plus bizarre, elle avait laissé derrière elle ses clés de voiture, son téléphone, son portefeuille, et surtout, elle n'avait pas pris leur fille avec elle. Un jour entier s'est écoulé, mais Joe n'a pas jugé nécessaire de signaler immédiatement la disparition de sa femme. Pourquoi ? Selon lui, il pensait qu'elle était juste partie se promener et qu'elle finirait par rentrer. Vraiment, Joe ? Une promenade sans clé, sans téléphone, et en laissant derrière elle un bébé ? Sous la pression de l'ami de la famille, il a finalement cédé et a signalé la disparition à la police. Mais curieusement, il n'a pas appelé le 911. Joe n'a pas fait ce qu'on attendrait d'un mari inquiet. Au lieu d'appeler le 911 pour signaler la disparition de Menki, il s'est contenté de composer le 311, un numéro non urgent. Les parents de Menki, bien sûr, n'en savaient rien à ce moment-là. Ils étaient persuadés que la police avait déjà lancé les recherches. Ce n'est que le 15 octobre 2009, soit une semaine après la disparition de Menki, que Joe s'est finalement rendu au poste de police de Columbia, dans le Missouri, pour signaler officiellement la disparition de sa femme. Face aux inspecteurs, il a répété la même histoire qu'il avait racontée à l'ami de la famille. Il a décrit Menki comme tendue, renfermée, la veille de sa disparition. Elle aurait simplement déclaré qu'elle avait des choses importantes à faire le lendemain et qu'elle devait être quelque part dans la matinée. 3 fois, Joe aurait insisté pour savoir qui elle devait rencontrer. 3 fois, elle aurait esquivé la question, sans jamais donner de réponse claire. Peu après, elle s'est endormie. Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire, si ce n'est l'absence totale de Menki au matin. Mais Joe n'a pas perdu de temps à laisser son imagination vagabonder. Il a confié aux enquêteurs qu'il soupçonnait sa femme d'avoir une liaison. Selon lui, elle aurait secrètement rencontré un autre homme ce jour-là. Pour étayer ses soupçons, il a expliqué qu'après sa disparition, il avait fouillé dans l'ordinateur de Menki. C'est là qu'il serait tombé sur des enregistrements compromettants, dans lesquels elle aurait parlé d'une prétendue liaison. Selon Joe, Menki aurait correspondu avec un homme chinois, et l'un de ses messages disait en conclusion « Comme c'est triste que mon mari ne s'intéresse pas à moi ». Ce genre de message n'a rien de réjouissant dans un couple, et pour lui, c'était la preuve que sa femme l'avait quitté pour cet autre homme, abandonnant leur fille pour aller vivre une nouvelle vie heureuse ailleurs. Malgré cela, il a raconté aux policiers qu'il espérait toujours qu'elle rentrerait saine et sauve, affirmant que lui et sa fille l'aimaient profondément. Les enquêteurs, cependant, n'ont pas été aussi émus. Dès le début, ils ont mis en doute la version de Joe et l'ont considéré comme un suspect potentiel. Sentant la pression monter, lui et sa famille ont fait appel à un avocat. Ce dernier a confirmé qu'il existait bel et bien une correspondance intime entre Menki et l'homme en question. Des échanges émotionnels et apparemment sensuels. Reste à savoir si Menki s'était enfuie pour rejoindre cet homme vivant en Chine. Mais où était-elle vraiment ? C'était là toute la question. La police a également appris que, bizarrement, après avoir constaté la disparition de sa femme, il n'avait pas appelé le 911, mais avait préféré contacter les services non urgents. Disons que ce choix peu commun a éveillé encore plus de soupçons. Alors, pour tenter d'éclaircir les choses, Joe s'est présenté volontairement pour un nouvel interrogatoire au département de police de Columbia. Les enquêteurs ont rapidement commencé à douter de la version de Joe. Pourquoi ?
Eh bien, disons que son comportement laissait perplexe. Plutôt que de chercher sa femme disparue, il a raconté qu'il passait de longues heures en voiture à la recherche de nouveaux lieux de promenade. Curieux, non? Mais ce n'est pas tout. Il a également fermé la porte à clé en quittant l'appartement, sachant pertinemment que Meng-Ki n'avait ni ses clés, ni son téléphone, ni sa voiture. Un détail qui en disait long sur son inquiétude pour son épouse. Il n'avait visiblement pas réfléchi à la question de savoir comment elle pourrait rentrer. Pour les inspecteurs, tout ça sentait mauvais, mais il manquait une pièce essentielle, des preuves matérielles. Pas de sang, pas d'armes, pas de témoins. Et surtout, pas de corps. Les soupçons que Meng-Ki se serait envolé pour la Chine rejoindre un autre homme ont vite été balayés. Après tout, les enquêteurs ont vérifié. Elle n'avait pris aucun vol, ni même laissé la moindre trace indiquant qu'elle avait fui le pays. Et franchement, ceux qui la connaissaient savaient une chose avec certitude. Jamais elle n'aurait abandonné sa petite fille qu'elle aimait profondément. Ses parents ont fermement rejeté cette idée, affirmant avec conviction qu'elle était une mère extraordinaire. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont demandé à Joe de leur remettre son téléphone, et il a accepté sans hésiter. Mais ce qu'ils ont découvert dans cet appareil a été, un véritable coup de théâtre. Ils ont mis la main sur 10 heures de conversation enregistrées en secret, dans lesquelles il se montrait sous un jour bien moins reluisant. Il y disait à Meng-Ki qu'il ne supportait plus de vivre avec elle, qu'il voulait divorcer, et qu'il envisageait sérieusement de l'expulser vers la Chine. Mais tout cela n'était qu'un début. Ce que les enquêteurs ont découvert ensuite sur le téléphone de Meng-Ki a véritablement révélé l'ampleur de la situation. Parmi les enregistrements, ils sont tombés sur 4 heures et demie de conversations secrètes où l'on pouvait entendre le vrai visage de Joe. Et ce qu'on y entendait n'avait rien de rassurant. Dans ces extraits, il menaçait sa femme, se prenant littéralement pour un dieu, et exigeait que les parents de Meng-Ki ne mettent plus jamais les pieds chez eux. C'est alors que les enquêteurs ont compris que les problèmes familiaux ne dataient pas d'hier. Tout avait commencé quelques semaines avant la naissance de leur fille, lorsque les parents de Meng-Ki étaient venus de Chine pour la soutenir. Dans la culture chinoise, il est de tradition que les grands-parents restent et aident à s'occuper du bébé pendant 100 jours. Une belle coutume, n'est-ce pas? Pas pour Joe. Cette tradition l'agaçait profondément. Il ne supportait pas la présence des parents de Meng-Ki, ce qui a rapidement engendré des tensions dans leur couple. Ce qui semblait vraiment le faire sortir de ses gonds. Quand Meng-Ki essayait de se défendre, elle osait, imaginez un peu, lui dire qu'elle avait besoin de sa mère. Car oui, elle aimait ses parents, et avec un nouveau-né à la maison, l'aide de sa mère était indispensable. La tension entre Meng-Ki et Joe atteignait son point de rupture. Les cris et les disputes étaient devenus le quotidien de leur foyer. La mère de Meng-Ki se souvenait particulièrement d'une chose qui irritait Joe au plus haut point, quand Meng-Ki et elle parlaient chinois en sa présence. Joe ne comprenait presque rien de leur conversation, et dans son esprit, il interprétait cela comme une attaque personnelle. Il était persuadé qu'elle parlait de lui, qu'elle le critiquait. Paranoïa? Probablement. Mais pour lui, c'était insupportable. Le père de Meng-Ki, quant à lui, n'en pouvait plus. Face à cette situation explosive, il a décidé de retourner en Chine. Une décision qui a provoqué un certain soulagement pour Joe. Pour lui, c'était une victoire, une sorte de triomphe personnel. Il ne restait plus qu'une seule épine à retirer de son quotidien, sa belle-mère. Pour lui, retrouver le contrôle total de la maison passait par là. Un jour, cette tension a explosé pour un détail qui en dit long sur son état d'esprit.
La mère de Menki préparait des boulettes chinoises pour son anniversaire, une tradition familiale pleine de symboles. Mais Joe, dans son éternelle insatisfaction, n'a pas supporté la façon dont elle utilisait la planche à découper. Oui, vous avez bien entendu, la planche à découper. Ce simple détail a été le déclencheur d'une dispute violente. Dans un accès de rage, il a exigé que sa belle-mère quitte immédiatement sa maison. Et pour toujours. Il ne voulait plus jamais la revoir. La mère de Menki, tout comme sa fille, était profondément confucéenne. Elle croyait en l'harmonie, en l'évitement des conflits à tout prix. Face aux attaques de Joe, elle ne s'est jamais opposée, préférant céder pour préserver un semblant de paix. Menki, désespérée, a supplié Joe de laisser sa mère rester. Elle avait besoin d'elle, plus que jamais. Mais plutôt que de la réconforter, il l'a inondée d'insultes et de grossièretés. Il lui a craché au visage qu'elle était incompétente, tout simplement parce qu'elle était une femme. Puis, il a entrepris ce qu'on pourrait appeler une tentative de lavage de cerveau, essayant de prendre un contrôle total sur elle, de la soumettre à sa volonté. Mais il ne s'est pas arrêté là. Joe a également menacé la mère de Menki, allant jusqu'à lui dire qu'il avait l'intention de lui briser le cou. Rien que ça. La pauvre femme était sous le choc, incapable de comprendre pourquoi cet homme, si jeune, était rempli d'une telle colère contre elle et sa fille. Menki, quant à elle, se sentait impuissante, dévastée. Dans son désespoir, elle a fini par se tourner vers la mère de Joe pour demander de l'aide. Et cette dernière a réagi immédiatement. Elle a conduit pendant 2 heures pour venir jusqu'à la maison de son fils, espérant résoudre ce conflit familial explosif. Menki, toujours prudente, a enregistré cette réunion. Mais même en présence de sa propre mère, Joe n'a pas retenu ses propos. Il a continué à exprimer des pensées haineuses et cruelles à l'égard de sa belle-mère. Oui, même sous les yeux de sa propre mère. Finalement, il a présenté des excuses qui sonnaient probablement aussi sincères qu'un discours politique. Et malgré ces excuses, il a tout de même forcé la mère de Menki à partir avant la fin des 100 jours, une tradition qu'elle espérait pouvoir respecter. C'est ainsi qu'elle est retournée en Chine, le cœur lourd. Et en octobre 2019, Menki a disparu. Les enquêteurs étaient convaincus qu'en raison de ces conflits intenses au sein de la famille, Menki souffrait profondément. Elle se sentait piégée, non seulement par la situation, mais aussi par son statut d'immigrée. Dans 5 mois, elle devait passer un nouvel entretien pour sa demande de citoyenneté. L'avenir qui s'annonçait pour elle était sombre et incertain. Un peu plus de 2 semaines après la disparition de Menki, la police a finalement annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle. Les soupçons grandissaient et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce même jour, 16 jours après que Menki s'était évaporé, Joe a été arrêté, mais pas pour la raison que l'on aurait pu imaginer. Il était soupçonné de maltraitance sur enfant. Joe, égal à lui-même, n'a même pas cherché à nier. Il a admis avoir frappé leur fille d'1 an, tout en qualifiant cela d'éducation. Sérieusement, éducation ou brutalité, il semble que la frontière soit un peu floue. Avant de disparaître, Menki avait confié à sa mère qu'elle avait remarqué des ecchymoses sur le corps de sa fille. Elle soupçonnait déjà son mari d'en être responsable. Sa mère, horrifiée, lui avait conseillé de le confronter et de porter plainte. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de le faire. L'avocat de Joe, bien entendu, s'est empressé de crier à l'injustice, affirmant qu'il s'agissait d'une simple erreur. Pour lui, c'était juste une manœuvre pour l'envoyer en prison. Erreur ou pas, il a tout de même été libéré sous caution. Pendant ce temps, sa mère est restée à ses côtés, s'occupant de sa petite fille.
Les policiers, de leur côté, poursuivaient inlassablement leur enquête sur la disparition de Menki. Ils rassemblaient des preuves, pièce par pièce, convaincus que Joe était coupable de bien plus qu'une simple correction envers son enfant. Ils étaient certains qu'il avait fait quelque chose à Menki, et tôt ou tard, la vérité éclaterait. Le 25 octobre 2019, la police a obtenu un mandat de perquisition pour l'appartement de Joe. Cela faisait maintenant un peu plus de 2 semaines que Menki avait disparu. Lors de cette perquisition, les policiers ont trouvé des notes dans le sac à dos de Joe, des petites consignes qu'il s'était visiblement écrites pour ne pas se tromper face aux questions des journalistes et des enquêteurs. Entre autres choses, il s'était rappelé à lui-même de parler de Menki au présent et non au passé. Les policiers ont passé l'appartement au peigne fin, fouillant chaque recoin à la recherche d'indices qui pourraient expliquer la disparition de Menki. Suivant leur intuition, ils ont même saisi une paire de chaussures sales appartenant à Joe, mais rien de vraiment probant n'a été découvert. Le même jour, Joe a été arrêté de nouveau, cette fois pour suspicion de maltraitance sur enfant, après que des ecchymoses fraîches ont été découvertes sur le corps de sa fille. Pendant ce temps, les recherches concernant Menki ont pris un tournant macabre. Personne ne croyait plus à l'idée qu'elle soit encore en vie. L'enquête s'était désormais transformée en une chasse à sa dépouille. Les détectives ont retracé les moindres mouvements de la voiture et du téléphone de Joe, examinant minutieusement les longs trajets qu'il prétendait avoir effectués, son bébé sur le siège arrière, alors qu'il savait déjà que sa femme avait disparu. Mais à chaque fois, ces pistes ne faisaient que mener à de nouvelles impasses, rendant cette affaire de plus en plus complexe. Les enquêteurs, malgré l'absence de corps, ont pris une décision audacieuse. Ils ont porté plainte contre Joe pour meurtre au premier degré. Ils ont lancé une accusation de meurtre, sans même avoir retrouvé le corps de Menki. C'était un pari risqué, mais ils avaient l'intuition que Joe était coupable. Les charges ont été déposées alors que Joe se trouvait toujours derrière les barreaux, accusé de maltraitance sur enfant. Les recherches pour retrouver le corps de Menki continuaient activement. En examinant le relevé téléphonique de Joe, ils ont découvert un détail troublant. Le jour où il avait signalé la disparition de sa femme, il avait passé 30 minutes près d'une rivière. Un détail qu'il avait, bien sûr, omis de mentionner lors de ses entretiens avec les enquêteurs. Les policiers se sont immédiatement rendus sur place et ont lancé une vaste opération de recherche. Mais, une fois de plus, leurs efforts se sont révélés vains. Pas de corps, pas d'indices, rien. Après des mois de fouilles intensives, Menki restait introuvable, comme si elle s'était évaporée. Face à l'impuissance des autorités, la mère de Menki a décidé de revenir aux États-Unis. Son retour était un cri du cœur, une tentative désespérée de participer aux recherches. Convaincue que le corps de Menki se trouvait quelque part dans la région, la police n'a pas baissé les bras. Pendant des mois, des recherches périodiques ont été menées, espérant trouver la moindre trace de la disparue. Une cérémonie commémorative a même été organisée près de la rivière, en présence de la mère de Menki, un hommage poignant à cette fille qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Puis, 1 an plus tard, alors que Joe attendait toujours son procès, un événement inattendu a bouleversé le cours de l'enquête. Un randonneur traversant une zone boisée dans le parc où Joe avait demandé Menki en mariage a remarqué quelque chose d'étrange. Un objet de couleur vive posé sur le sol a attiré son attention. En s'approchant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un sac à main. Curieux, il a utilisé sa canne pour le retourner. Puis, à sa grande stupeur, il a aperçu des chaussures et quelque chose qui ressemblait à un crâne humain. Choqué,
il s'est immédiatement rendu à la police. L'examen médico-légal a confirmé ce que tout le monde redoutait. Il s'agissait bien des restes de Menki. Enfin, après des mois d'angoisse, ses parents ont eu la terrible confirmation qu'ils redoutaient tant. Leur fille était bel et bien morte, mais une question demeurait, encore et toujours. Comment et pourquoi? Malheureusement, avec tout ce temps écoulé, même le bureau du médecin légiste ne pouvait plus déterminer exactement les causes de sa mort. Le mystère autour de ce meurtre restait donc entier. Le corps de Menki présentait des signes inquiétants de blessures non naturelles. 4 côtes étaient brisées, et ses fractures nettes suggéraient qu'elle avait subi un coup violent porté dans le dos. Pour les enquêteurs, cela a été un indice majeur dans leur quête de réponse. Ils ont commencé à élaborer des théories sur ce qui avait bien pu lui arriver, sachant que chaque preuve recueillie après sa disparition pouvait être décisive pour découvrir la vérité. Un élément leur est revenu en tête. Les relevés du téléphone de Joe montraient qu'il s'était rendu près du lieu où le corps avait été retrouvé, et ce, le jour même où il avait signalé sa disparition. Il se souvenait aussi qu'il pleuvait ce jour-là. Parmi les objets prélevés lors de la perquisition, une paire de bottes boueuses de Joe semblait particulièrement intéressante. La saleté, le gravier et même les feuilles collées sur les semelles ont été envoyées en laboratoire pour analyse. Le jardin botanique du Missouri a joué un rôle crucial. Ils ont soigneusement retiré les aiguilles de genévrier trouvées sur les bottes pour une analyse ADN. Ce processus, minutieux et précis, a été l'un des tournants dans l'enquête. Un employé du laboratoire a même été envoyé sur le terrain au lieu où le corps de Menki avait été enterré pour prélever des aiguilles fraîches sur les genévriers entourant sa tombe. Avec une méthode aussi méticuleuse qu'un expert en botanique pouvait l'être, il a numéroté chaque arbre, grimpant sur chacun d'eux pour collecter des aiguilles sur les branches les plus hautes. Chaque échantillon a ensuite été stocké, numéroté et comparé aux aiguilles trouvées sur les bottes de Joe. L'ADN des échantillons d'aiguilles de genévrier correspondait parfaitement. Une preuve capitale qui a renforcé les soupçons des enquêteurs. Ils ont alors annoncé que cette affaire devenait la 2e de l'histoire où l'ADN d'un arbre avait été utilisé comme élément de preuve dans un procès pour meurtre. Le 1er novembre 2021, le procès de Joe pour le meurtre de sa femme s'est ouvert. Face aux preuves accablantes, notamment la géolocalisation qui le situait près de la tombe de Menki le jour de sa disparition et les résultats indiscutables des tests ADN des arbres, l'avocat de la défense a tenté de jouer une nouvelle carte. Il a admis que Joe avait bien tué sa femme, mais en prétendant qu'il s'agissait d'un accident tragique. Au tribunal, le procureur a fait écouter les mêmes bandes audio enregistrées secrètement entre Joe et Menki afin de comprendre la véritable nature de la relation du couple. Ces enregistrements ont permis d'établir le véritable mobile du crime. Aucune correspondance entre crime et d'autres hommes n'a jamais été retrouvée. Le 11 novembre 2021, après près de 7 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Il a déclaré Joe coupable de meurtre au second degré, ce qui signifie qu'il ne croyait pas que le meurtre de Menki ait été prémédité. Joe a été condamné à 28 ans de prison. La fille de Menki vit désormais avec la mère de Joe, mais les parents de Menki demandent la garde conjointe de l'enfant. L'avocat de Joe a affirmé que l'enfant connaîtra toujours ses grands-parents chinois, mais qu'elle devrait rester entre les mains expertes de la mère de Joe. La décision concernant la garde de l'enfant n'a pas encore été rendue. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressé de connaître votre avis.
Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire